des cas, là, quelques virgules près, parce que la moitié des cas au Québec se retrouvent sur l'île de Montréal. Quelques foyers particuliers, d'ailleurs, qui ont amené la mairesse hier, avec son chef de police, annoncer des mesures, des resserrements des mesures. On la rejoint tout de suite, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Si on commençait par dire, parce que si vous durcissez au niveau policier, c'est qu'il y a non-respect de certaines consignes, là, à votre grand désarroi. Quelles vous apparaissent les règles les plus transgressées, là, les choses où les gens ont le plus de misère à respecter? Bien, tout d'abord, je veux quand même mentionner que la très grande majorité des Montréalais, Montréalaises suivent les règles à la lettre. Alors, je les félicite, puis vraiment, les règles que l'on resserre, c'est effectivement pour certaines personnes ou certains groupes qui, pour différentes raisons, se sentent pas encore interpellés ou qui pensent que c'est pas grave si eux vont, par exemple, à l'épicerie ou ne suivent pas les consignes de confinement. Alors, pour répondre à votre question, c'est vraiment ça. C'est d'une part s'assurer que les personnes qui ont été contactées par la santé publique, par le réseau de la santé en disant vous avez été en contact avec une personne qui a maintenant le virus, vous devez rester chez vous. Et si on voit qu'il y a des gens qui ne respectent pas cette règle-là, qui est vraiment importante, vous avez des symptômes, vous avez été en lien avec une personne qui a maintenant le virus, eh bien, les policiers pourraient intervenir. Donc, vous me dites qu'il y a des gens qui ont un fort risque d'être infectés. On me parlait même hier de personnes qui avaient un diagnostic positif, là, un test positif, et qui continuaient à organiser des rassemblements. Ça va à ce point-là? On sait qu'il y a possiblement des cas de personnes qui, effectivement, malgré un test positif, pourraient continuer à effectivement se rassembler. Et donc, à ce moment-là, on doit absolument mettre fin à ça. Je tiens à dire que le SPVM, depuis une semaine, fait déjà ce travail de sensibilisation. On va à la rencontre des groupes ou des personnes qui doivent bien comprendre les règles. Mais là, disons qu'on a un élément supplémentaire qui est celui de donner une contravention. On parle d'individus, mais j'aimerais également mentionner que ça touche également des établissements. Ça peut être un restaurant qui a décidé de faire fi des règles et qui continue de recevoir des clients à l'intérieur. Donc, c'est des individus, mais c'est également ça pourrait être des établissements. Mais est-ce que les policiers en ont rencontré bars, restaurants ou commerces de détail qui étaient ouverts, là, qui ne sont pas essentiels, qui étaient ouverts contre les règles la semaine passée? Oui. Ah oui, il okay. existe, oui, tout à fait. Puis je dis pas que c'est la norme encore une fois là, à ce niveau-là aussi. C'est très respecté de la part des commerçants et des entreprises et on sait à quel point ça leur fait mal ce qui se passe en ce moment. Mais effectivement, il y a des lieux qui, malgré le fait qu'ils soient pas essentiels ou encore une fois des établissements de restauration, qui ont décidé de garder une partie de la salle à manger ouverte, ce qui est maintenant interdit. Mm-hmm. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ce sont des gens qui sont têtus? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont carrément mal informés? On donnait l'exemple, par exemple, de certaines communautés religieuses qui sont, c'est pas pour parler ou juger, mais qui sont très, très, très refermées, là, ils sont beaucoup dans leur religion, suivent très peu l'actualité, ont des consignes de ne pas vraiment écouter les nouvelles. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas entendre les nouvelles de ce qui se passe dans la société. On veut être concentré sur ses affaires. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui sont vraiment sous-informés de ce qui se vit et de ce qui est donné comme consigne? Écoutez, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de chefs spirituels, des personnes qui ont une grande influence dans les communautés et ils comprennent très bien le message et ils l'ont communiqué d'ailleurs. Ils en parlent à leurs fidèles. Ceci étant dit, il y a des gens qui, par la suite, alors ça ne se passe plus nécessairement dans le lieu de culte traditionnel, mais ça peut, d'un coup, ça traverse à la maison. Et vous savez, les discussions que j'ai eues avec certains chefs spirituels m'ont amené aussi à comprendre que pour certaines personnes, le fait de prier et d'être en groupe, c'est ce qui va amener notre salut. Hein? Vous savez, nous, on se fie bien sûr sur la science, sur des données probantes, mais pour d'autres personnes, ça peut être complètement différent. Alors moi, je veux faire attention parce que je veux pour l'instant, les données ne semblent pas démontrer que ça les protège d'avoir le coronavirus transmis, là.
Non, effectivement, puis c'est pour ça qu'il faut absolument agir. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention parce que je ne veux pas que la population se mette à cibler des communautés, entre autres des communautés religieuses, parce que comme je vous dis, à Montréal, les leaders ont fait preuve d'énormément de compréhension et nous aident au quotidien. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être la question de la langue à Montréal, dans certains endroits où malgré que tout se fait en français, mais également en anglais, il y a peut-être des gens qui, au niveau de la langue, se sentent pas interpellés, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont juste récalcitrants puis qui pensent que ça va pas les affecter eux. Pendant qu'on voit des images, là, le Mont-Royal, est-ce que vous avez songé à fermer en particulier cette zone-là? Des gens qui se promènent pas mal à Montréal, ça semble être le pire endroit là, pour des rassemblements. Évidemment, c'est un parc d'une dimension hors catégorie avec ce qu'on a d'autre à Montréal. Là. Mais il semble qu'il y avait en fin de semaine, là, quand la journée qui a fait beau samedi, particulièrement des rassemblements, des groupes. Écoutez, on nous a dit qu'effectivement le Mont-Royal était un lieu très prisé là par les marcheurs parce que les gens écoutent quand même la consigne du premier ministre comme quoi ça fait du bien de prendre l'air. Et ce qu'on a demandé, c'est d'augmenter la présence policière, mais également on a fait fermer l'escalier parce qu'on se rendait compte que dans le grand sentier, la grande promenade, ça allait quand même assez bien, mais vraiment, il y a des gens qui empruntent l'escalier qui mène au belvédère en haut. Alors, on le fait fermer pour s'assurer que les gens l'utilisent pas. Vous savez, fermer un parc, là, c'est la dernière chose que je veux faire parce que c'est pour plein de Montréalais, ils n'ont pas de cour arrière, ils ont un petit balcon avec les enfants, il faut qu'ils bougent. Puis il faut qu'on prenne un peu l'air. Alors, je souhaite ne pas fermer les parcs, mais si on devait le faire, on le fera. Déjà, on a fermé les aires canins, les modules de jeu, les terrains sportifs également pour s'assurer justement là, qu'il n'y a pas de contact entre les personnes. Madame Plante, pour clarifier les choses, c'est pas compliqué, de la minute que vous convoquez une conférence de presse, de la minute que les gens apprennent que la Ville de Montréal ou la mairesse de Montréal va parler, ça prend pas 5 minutes que ça part la rumeur, on ferme l'île de Montréal, une impression au secret, je sais pas, qu'on va mettre des barricades sur chacun des ponts. Précisez-nous ce qu'il y en a. Alors, est-ce que fermer Montréal est une véritable hypothèse? Qu'est-ce que vous avez à dire sur toutes ces rumeurs? Parce que je les vois réapparaître à chaque fois, là. Oui, je pense que ça suscite beaucoup de questions. Vous avez raison. Moi aussi, je les reçois tous ces messages. Des messages souvent très poignants. Hein. J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent en disant Madame Plante, j'ai peur, je suis en garde partagée, la maman ou le papa est de l'autre côté du pont, qu'est-ce qui va se passer? Bref, j'en reçois de toutes sortes des messages. Et c'est pour ça que pour moi, l'idée de fermer la ville, c'est vraiment en dernier recours. Puis il faut savoir aussi que faudrait que ce soit une demande des autorités publiques, du docteur Arruda avec le premier ministre qui déciderait que c'est la bonne chose à faire. Et donc, on a tout, même si c'est pas ça que je vais faire, tout est documenté. On est prêt parce que, pour moi, si on devait mettre en place une telle mesure, je veux que ça se fasse de façon, je l'ai déjà dit, là, progressive, ordonnée, justement pour tous ces cas, toutes ces personnes qui m'écrivent en panique, là, je veux pouvoir les rassurer. Mais on n'est pas dans ce scénario-là, ni aujourd'hui, ni demain. On y va de façon progressive et si on devait se rendre là, eh bien, on le fera correctement. Mais si on devait se rendre là, il va falloir de toute façon mettre un filtre et laisser passer des gens. Il y a une proportion importante. Exemple, le personnel des hôpitaux, le personnel de votre service de police, de vos pompiers. Absolument. Il y en a bon nombre qui vivent en banlieue, là. Mais exactement, c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a comme je reçois beaucoup de messages de gens de l'extérieur de Montréal qui me disent là, qu'est-ce que vous attendez pour fermer la ville, arrêtez de nous contaminer. Mais je pense que c'est un peu simpliste comme analyse là. En ce moment, l'île de Montréal, elle est connectée à la Montérégie, toute la région de Laval également. Vous venez de le dire, il y a des gens, les policiers, les pompiers, personnel infirmier et autres. Il y en a qui habitent à Montréal, mais il y en a qui habitent également en banlieue. Donc, le docteur Drouin l'a dit hier lors d'une entrevue que si jamais on pensait fermer Montréal, probablement qu'on fermerait la grande région de Montréal. Ça serait plus cohérent et ça serait moins, ça ferait plus de sens, si je peux me permettre, étant donné ces contacts entre les deux régions. Il y a certaines des règles, je reviens aux policiers qui vont faire appliquer, là, il y a certaines des règles qui ont circulé, qui sont pas claires dans l'esprit des gens. Par exemple, cette idée là, que quand une personne fait son jogging ou sa marche,
qu'on doive rester à l'intérieur d'un certain périmètre de sa résidence, là. Est-ce que ça, c'est une rumeur? Est-ce que c'est réel? Est-ce que les policiers pourraient vraiment prendre une identité et dire, ben, t'as fait du jogging trop loin de chez vous? Qu'est-ce qu'il y en est de ça? C'est une rumeur. Présentement, il n'y a pas les policiers ne font pas des contrôles auprès des joggeurs. C'est encore une fois là, des informations que certains journalistes ont reçues, c'est-à-dire les différents scénarios dont je parlais tout à l'heure. Nous, on documente différents scénarios, mais à ce moment-ci, les policiers ont bien d'autres choses à faire que de commencer à contrôler les joggeurs. Par contre, le docteur Drouin l'a dit, on veut vraiment, on demande à la population, si vous faites du jogging, restez dans votre quartier. Même les marches, c'est pas le temps d'aller prendre une marche à l'autre bout de la ville, restez dans votre quartier, essayez de faire vos achats autour de chez vous. On veut vraiment là garder le plus possible les gens près de leur domicile s'ils doivent sortir pour le petit bol d'air ou encore pour aller faire des courses à l'épicerie. Mais pour l'instant, on n'est absolument pas dans ce genre de contrôle-là. Entre vous et moi, là, avec la police, c'est un équilibre également parce que moi, je veux protéger la collectivité en minimisant les impacts sur les libertés individuelles. Alors, on n'est pas rendu à augmenter les restrictions sur les libertés individuelles. On compte sur la collaboration de tout le monde. Finissons la discussion avec un cas très complexe des sans-abri, évidemment. Et le cas, il ne faut pas être hypocrite, il faut le dire. Moi, je marche beaucoup à Montréal, et dans des quartiers où il y en a beaucoup. Il y a un problème, ça remonte à il y a 30 ans au Québec, des décisions qu'on a prises, mais on a fait une désinstitutionnalisation des problèmes en santé mentale et s'en est retrouvé malheureusement dans la rue, des personnes qui sont un peu perdues, là, qui ne sont pas toutes là. Comment vous allez gérer ça? Comment les policiers, puis des gens là, qui se passent la cigarette, des gens qui se prêtent un café dans une entraide, ils vont acheter un café au McDo, ils se le prêtent entre eux. On n'imagine pas les risques de propagation dans ces groupes-là. Comment on les protège? Comment on évite qu'ils deviennent des vecteurs, évidemment, de transmission? Les maisons habituées de les garder, ils ont dans des dortoirs, ils sont empilés un avec l'autre. C'est plus approprié pour le genre de mesures sanitaires. J'ose pas imaginer le casse-tête que vous avez comme mairesse dans cette situation-là, là. Ben, je pense que vous avez bien nommé tous les défis liés à la population itinérante. Et donc, c'est vraiment une des raisons qui m'a motivée à discuter avec les autorités de la santé publique et le gouvernement pour dire on a besoin de plus de pouvoir à la Ville de Montréal pour justement trouver des solutions. Alors, il y a les centres de jour, c'est-à-dire pendant la journée, les personnes en situation d'itinérance, auparavant, allaient dans des centres. Maintenant, on les a fermés. Donc là, on est en train de créer des centres à air ouverte. On en a déjà créé 2 vendredi soir, tout de suite après avoir déclaré les mesures d'urgence, l'état d'urgence. Il y en a 3 autres qui s'en viennent. Ensuite, on est en train de déployer des lieux pour héberger les gens pendant la nuit. Parce que vous l'avez dit. Les hôtels, pour l'instant, c'est essentiellement pour les personnes qui sont en attente d'un résultat. Okay. Parce qu'on doit vraiment les isoler alors que la population itinérante qui n'est pas à risque, si on peut dire, ou en tout cas qui n'est pas en attente d'un diagnostic, peuvent aller dans des refuges. Mais vous l'avez dit, traditionnellement, on regroupe beaucoup les itinérants. À cause de la COVID, il faut créer plein de refuges. Alors, on en a déjà ouvert 2 la semaine dernière, on va en ouvrir d'autres. Et finalement, le Royal Victoria qui doit ouvrir cette semaine le plus tôt possible pour vraiment traiter les personnes en situation d'itinérance qui ont des symptômes ou encore une fois qui attendent un diagnostic. Alors, ces 3 éléments là qui sont... on est sur 3 axes avec la population itinérante. Ça va bien, mais on doit aller plus vite parce que je l'ai dit, je veux pas qu'une crise sanitaire se transforme en crise sociale, là. Bien, merci beaucoup pour ces explications. Bon courage, bonne chance dans la gestion de tout ça. Merci beaucoup, M. Dumont. Bonne journée à vous.